Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette matinale sur le thème mobilité, évolution, reconversion, un triptyque pour raconter l'égalité professionnelle des femmes, organisé par le SCAR Grand Est avec l'appui du Fonds d'égalité professionnelle et de la DGFP. Mais avant de commencer, je souhaiterais passer la parole à Sylvie Superman, sous-préfète et SCAR adjointe. Sylvie, je vous en prie. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour introduire cette matinée. Je vais vous donner quelques éléments de contexte et vous parler d'un projet particulier que nous développons dans le Grand Est, au sein de la préfecture de région. Donc l'égalité est donc à la fois la chose la plus naturelle et en même temps la plus chimérique, disait Voltaire dans son dictionnaire philosophique. Le statut de fonctionnaire a vocation à garantir la stricte égalité de traitement des agents et ce, à toute étape de leur carrière. Cependant, plusieurs indicateurs montrent la persistance d'inégalités de genre au sein des trois versants de la fonction publique. Bien que les femmes soient majoritaires au sein des effectifs de l'ensemble de la fonction publique, évalués à 62% contre 46% dans le secteur privé, les différences avec leurs homologues masculins persistent dans leur situation ainsi que dans leur parcours professionnel. Pourtant, 54% de femmes fonctionnaires sont diplômées de l'enseignement supérieur contre 50% de fonctionnaires hommes, ce qui veut dire que les femmes réussissent mieux les concours d'accès aux postes de catégorie A, et pourtant, elles ne sont pas majoritaires dans le top management. Ces différences de traitement peuvent prendre différentes formes. Il peut s'agir de discrimination liée à la rémunération, écart de rémunération à poste égal, écart sur les pensions de retraite. Je pense que dans cette matinée, on va vous donner des chiffres. Des discriminations dans l'accès aux postes à haute responsabilité avec une sous-représentation des femmes parmi les effectifs de catégorie A+, ou bien d'organisations stéréotypées, sexistes et sexistes des parcours professionnels avec par exemple une surféminisation dans certains ministères. On peut citer l'éducation nationale, 72% de femmes, ou les ministères sociaux à 71%. Mais également le volet invisibilisation des femmes dans d'autres ministères, pour citer deux d'entre eux, l'armée avec 22% de représentation féminine et l'intérieur, auquel j'appartiens d'ailleurs, avec 29% de femmes. Conscient de ces anomalies, le gouvernement a avancé quand même ces dernières années sur des stratégies pour lutter contre ces inégalités professionnelles au sein de la fonction publique française, et a d'ailleurs affiché une volonté d'en faire un exemple en termes d'égalité femmes-hommes. L'égalité professionnelle, d'ailleurs, est déclarée grande cause nationale dès 2017, et à ce titre, il est important de rappeler le rôle des accords du 30 novembre 2018 relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la fonction publique. Avec 30 actions, ces accords donnent entre autres des outils aux employeurs de la fonction publique afin qu'ils deviennent vraiment acteurs de cette égalité. Ces accords ont vu naître, par exemple, des outils et une série de documents pour accompagner ces employeurs et les agents vers cette transition, parmi lesquels on peut citer le référentiel des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle, qui ont été confirmés et rendus obligatoires par la loi de transformation publique du 6 août 2019. Un calcul à partir des statistiques européennes sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes estime qu'à partir du vendredi 4 novembre à 9h10 précisément, les femmes françaises travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. À cette occasion, la Première ministre, Madame Borne, a réaffirmé l'engagement actif du gouvernement pour rétablir cette égalité salariale entre les femmes et les hommes et mettre fin à ces injustices de genre. En effet, ce levier, l'égalité économique et professionnelle, est un levier clé vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Dans la foulée, hier, le 8 novembre, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a nommé Madame Staffolani en tant que haute fonctionnaire en charge de l'égalité des droits et de la diversité, des fonctions qui étaient jusque-là vacantes. Madame Sandrine Staffolini est actuellement chargée de la sous-direction des compétences et des parcours professionnels à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, DGAFP, de ce même ministère. Donc, dans ces nouvelles fonctions, Madame Staffolani aura donc, entre autres, la mission de veiller à la mise en œuvre de l'ensemble des actions de l'accord du 30 novembre 2018 que je citais,
Elle aura également à coordonner les négociations en vue de la signature d'un nouvel accord en 2023. Elle coordonnera les travaux qui permettra d'actualiser l'état des lieux en matière d'égalité professionnelle et de diversité dans l'ensemble des politiques relevant du ministère, et elle fera le bilan et élaborera la nouvelle feuille de route du ministère en matière d'égalité pour la période 2024-2026. On peut citer aussi le lancement par le ministre Guérini du 28 octobre, dans le cadre du Conseil national de la refondation, celui dédié au service public. Je ne doute pas que la question de l'égalité femmes-hommes sera un thème de ce CNR. L'égalité professionnelle répond à deux enjeux importants. L'accès à leurs droits des femmes, de l'ensemble des femmes, conformément au droit international. Je veux citer là la Convention de l'Organisation internationale du travail de 1951, qui a été ratifiée par la France en 1953. La Convention des Nations Unies de 1979, qui a également été ratifiée par la France en 1984. Le droit européen, en faisant évidemment référence au traité d'Amsterdam de 1997, les différentes directives sur l'égalité hommes-femmes prises depuis également, et bien sûr la Constitution française dans son article 1er. Premier enjeu, l'accès donc à leurs droits. Deuxième enjeu, l'enjeu de performance économique des acteurs publics et privés, accompagner les femmes vers des métiers à prédominance masculine, mais aussi les hommes vers des métiers à prédominance féminine, pour élargir le vivier des candidatures potentielles, pour répondre aux transformations du marché du travail et aux besoins des acteurs économiques. Favoriser l'égalité professionnelle dans les services de l'État, c'est un point d'attention majeur dont nous nous préoccupons dans le Grand Est, au sein de la préfecture de région, avec son secrétariat général aux affaires régionales et européennes. Et dans cette perspective, la plateforme d'appui interministériel aux ressources humaines, la PFRH du Grand Est, en lien avec la Direction régionale aux droits des femmes et de l'égalité, propose régulièrement des actions d'accompagnement en faveur de l'égalité professionnelle sous forme de conférences, de journées interfonctions publiques, élaboration d'un guide méthodologique pour aider les services déconcentrés de l'État à réaliser les diagnostics sur l'égalité professionnelle qui est rendue obligatoire par la loi de transformation de la fonction publique. Cette matinée d'information et d'échange va être consacrée aux approches inspirantes et innovantes d'accompagnement à l'évolution et la reconversion professionnelle des femmes, qui s'inscrit donc dans la continuité de ces actions initiales et se tient bien sûr grâce au soutien du Fonds en faveur de l'égalité professionnelle, puisque la DGAFP nous a rendu lauréats de notre candidature. Cette webconférence est donc structurée autour de plusieurs temps. Experts universitaires, présentation du dispositif, outils d'accompagnement, retour d'expérience. Ces échanges, donc sous forme de conférences, sous forme de table ronde, ont pour objectif de mettre en perspective des questions de mixité, d'autonomie et de capitalisation sur des pratiques inspirantes et innovantes en termes d'accompagnement à la mobilité des femmes et de proposer des nouvelles expérimentations. C'est dans ce cadre que nous avons le projet de constituer dans le Grand Est un réseau des cadres dirigeantes dans la fonction publique de l'État. Dans cette dynamique, nous avons donc le projet de créer un réseau local de femmes dirigeantes, initié donc par Madame la préfète de la région Grand Est, Josiane Chevalier. Il s'agit dans un premier temps d'un réseau informel qui va permettre à l'échelle du Grand Est aux femmes dirigeantes de la haute fonction publique de se réunir et d'échanger sur des approches inspirantes et innovantes, et évidemment également d'échanger sur nos problématiques communes. Des actions qui pourront concerner un public plus large de femmes qui sont, je dirais, au bord de la traversée du plafond de verre, pourraient également être organisées dans le cadre de ce réseau. La mobilisation des femmes dirigeantes au sein de ce réseau répond évidemment à la volonté de renforcer la promotion de certains aspects de l'égalité professionnelle. Partageant la conviction que c'est au travers d'échanges croisés entre les acteurs de la fonction publique et les différents spécialistes qui interviennent sur ces questions de parité, sur ces questions d'accompagnement à la mobilité professionnelle, qu'ensemble, nous progresserons dans les réponses concrètes apportées en faveur de l'égalité professionnelle. Donc, je remercie d'avance l'ensemble des partenaires intervenants issus de différents horizons d'avoir accepté notre invitation à partager leur approche inspirante et innovante en faveur de la mobilité des femmes dans la fonction publique et au-delà. Je voudrais conclure par une citation de Stendhal qui dit
l'admission de la femme à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation. Elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain et ses chances de bonheur. Tout un programme. Je vous souhaite donc un très bon travail cette matinée. Je m'excuse d'avance de devoir vous quitter pour un autre engagement, mais bien sûr, la PFRH me fera un retour de la richesse de vos échanges. Bon travail à toutes et tous. À très bientôt. Merci, merci Sylvie Sperman pour ces propos éclairés et éclairants qui permettent de planter le décor. Effectivement, derrière ce titre mobilité, évolution, reconversion, un triptyque pour raconter l'égalité professionnelle, nous avons voulu ouvrir cette matinale d'abord aux agents des 3 fonctions publiques sur des approches inspirantes et innovantes d'accompagnement, et puis autour effectivement d'approches scientifiques et théoriques sur les représentations stéréotypées, de mise en perspective, de retour d'expérience, de présentation de dispositifs et d'outils mobilisés, de postures et de bonnes pratiques aussi. Donc un sommaire très très large pour cette émission, une émission riche comme la qualité des intervenantes que je m'empresse de vous présenter. En premier lieu, Hélène Riotte, professeure des universités à Paris 8 Vincennes, qui interviendra suite à un travail collectif d'entretien avec des femmes d'une grande diversité pour aider à mieux comprendre et identifier les stéréotypes en jeu autour de l'égalité et de la mobilité professionnelle, puis une table ronde regroupant des représentantes inspirantes de différentes sphères de la fonction publique du privé, Mathilde Rochefort, responsable d'égalité professionnelle et diversité à la DGAFP, qui interviendra pour présenter le cadre légal et juridique et différentes données chiffrées, Sonia Blanc-Bulten, qui est secrétaire générale de l'INRAP, je dirai un peu plus tard ce qu'est l'INRAP, trésorière de l'association Dirigeantes et Territoires, qui apportera un éclairage sur les modalités d'accompagnement de la mobilité des femmes, notamment dans la fonction publique territoriale et bien d'autres sujets. Rachida Mabjour, qui, elle, n'est pas en studio avec nous, mais qui est présente à distance, consultante en transition professionnelle à l'AFPA Grand Est, qui évoquera l'accompagnement des femmes vers des métiers souvent considérés comme genrés, et Rachel Vadou, qui est également avec nous en studio, chargée de la mission RH, égalité et diversité, la mission talent à la DINOM. La DINOM, je rappelle que c'est la direction interministérielle du numérique, qui présentera un projet de coaching en évolution professionnelle, talent féminin du numérique, qui a été mis en place depuis, je crois, 2019. Mais, alors d'abord, peut-être vous remercier évidemment toutes les 5 d'être présentes ce matin, pour certaines dans le studio de VK, pour d'autres qui pourront poser leurs questions grâce à une icône question qui est en bas de votre écran et que je relayerai vos questions auprès de nos invités. Mais je vous propose que nous commencions tout de suite avec vous, Hélène Riotte. Alors je reprécise que vous êtes professeure des universités à Paris 8 Vincennes, que vous ne vous présentez pas comme une experte du sujet, mais que dans le cadre d'un travail, qui est un travail collectif que vous avez entrepris avec certaines et certains de vos collègues universitaires, autour d'une formation à l'entrepreneuriat féminin, vous avez, au cours de ces entretiens menés avec des femmes d'une grande diversité, élaboré une réflexion. C'est cette réflexion que vous allez nous apporter, qui apporte un éclairage nuancé à l'accompagnement de la mobilité professionnelle des femmes, les obstacles qu'elles rencontrent, et une vision parfois manichéenne de la question que vous allez nous faire partager. Hélène Riotte. Merci beaucoup pour cette introduction, Hugues Périnel, et merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette matinée. Donc, en effet, moi, je souhaitais évoquer la question des femmes dans l'entrepreneuriat. On a bien vu que des cas de réussite exceptionnelle de femmes à des postes de responsabilité ont attiré l'attention des médias et du grand public, notamment dans le cadre d'émissions comme Femmes puissantes de Léa Salamé. Les femmes, donc ces femmes en particulier, démontrent une confiance impressionnante et qui sous-tend leur assurance professionnelle et donc leur réussite. Et on peut se poser la question, qu'en est-il des autres femmes, souvent moins visibles, et souffrent-elles, comme beaucoup semblent le croire, d'un défaut de confiance en elles, ce qui ferait qu'on aurait besoin de modèles, de femmes ayant des réussites exceptionnelles pour leur montrer la voie en quelque sorte. Alors,
cette question de la confiance en soi pour les femmes qui seraient un handicap, pour moi, pose question. Et donc, je propose d'évoquer cette question et de tâcher d'y répondre à travers donc la présentation d'une enquête menée dans le cadre d'un programme financé par la région Grand Est qui s'appelle le programme Entrepreneuriat Grand Est. Donc, j'évoquerai l'enquête que nous avons menée auprès de femmes dans une couveuse qui s'appelle Alexis, c'était un programme financé par l'Union européenne et à destination en particulier des femmes pour retour à l'emploi en particulier. Et puis ensuite, donc je poserai la question de la confiance en soi. Est-ce vraiment le cœur du problème pour ces femmes pour devenir entrepreneurs? Et j'élargirai à la dimension entrepreneuriale dans la carrière des femmes et leur réussite professionnelle. Voilà. Donc dans un premier temps, donc je vais vous présenter ce programme Entrepreneuriat Grand Est. Donc c'est un financement que nous avons reçu pour mener l'enquête dans tout le Grand Est auprès des incubateurs qui soutiennent des entrepreneurs. Et nous avons été sollicités par la couveuse Alexis pour faire notre méthode, c'est en général des entretiens semi-directifs, donc des entretiens de longue durée auprès des femmes et des hommes entrepreneurs et des personnes qui les accompagnent à travers ces programmes. Donc, nous avons commencé le travail avec cette couveuse Alexis sur ce programme entrepreneuriat féminin au début du programme, donc en mars 2021, et il s'est terminé en décembre 2021 également, ce qui nous a permis de collecter 57 entretiens. Donc, nous avons fait 3 entretiens avec les femmes au début, au milieu et à la fin du parcours, et également avec les personnes qui les accompagnaient, donc la direction d'Alexis, Louis-Michel Barnier, et en général les équipes de femmes dans les 3 lieux où ce projet était mené, des lieux particulièrement frappés par la désindustrialisation et le déclin, comme Étain, que vous connaissez sans doute, Saint-Dié-des-Vosges et près de Metz, dans une banlieue de Metz, Maxéville. Donc, ce programme, en fait, avait pour but d'aider les femmes à prendre confiance en elles en combinant des ateliers de formation pratique et de coaching qui sont habituels dans les incubateurs et les couveuses, mais avec des sessions d'échanges partagés où les femmes pouvaient être amenées à s'entraider. Il s'agissait à chaque fois de groupes d'une douzaine de personnes, qui d'ailleurs ont été difficiles à recruter, et ce qui explique que certaines sortaient de Pôle emploi, mais d'autres pas du tout. Et donc, il y avait quand même une grande variété de profils pour ces femmes. Donc, je n'ai hélas pas la possibilité de citer, comme je le fais d'habitude, les verbatims ou les propos de ces femmes qui seraient particulièrement éclairants. Mais pour résumer, ce qui nous a frappé, puisqu'on était une équipe de 10 chercheurs qui travaillaient sur le même projet pour collecter les entretiens et les analyser, c'est qu'au départ, en fait, la question de la confiance en soi n'était pas forcément quelque chose à quoi les femmes se référaient ou pensaient. En général, elles faisaient plutôt référence à des obstacles qui sont caractéristiques de la vie des femmes ou de certains milieux, notamment des problèmes liés à des manques spécifiques, des problèmes liés à la famille, notamment à la période durant la période du Covid, et puis aussi souvent des problèmes tout simplement de compétences, d'acquisition de compétences qui manquaient pour devenir entrepreneur, je sais pas, pour faire sa comptabilité. C'est une chose qui peut inquiéter quand on se lance dans l'entrepreneuriat, de ne pas arriver bien à maîtriser cela. Et puis, il y avait aussi, par rapport à la vision traditionnelle de l'entrepreneuriat, centrée sur la performance et la capacité à réaliser un chiffre d'affaires dans les 3 ans qui suivent l'incubation, il y avait parfois une vision différente, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément l'objectif
objectifs visés par ces femmes. Elles pouvaient avoir une vision plus de trouver un ensemble, un collectif pour travailler ensemble ou créer une association. Et il y avait toujours ces enjeux de choix entre l'équilibre de la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, l'accomplissement de soi ne comportait pas nécessairement le volet réussite entrepreneuriale avec chiffre d'affaires conséquent au bout de 3 ans. Donc ça, c'était des différences. En fait, il y avait des obstacles clairs qui étaient rencontrés. Il y avait aussi des choix moins tranchés que peut-être pour des entrepreneurs plus professionnalisés dans des accélérateurs ou des incubateurs comme on a pu en étudier, Scale-Innov ou Innovact, par exemple, Semia. Et en fait, ce qui nous a frappé, c'est que au fil des mois et de la formation, notamment dans la dernière session, les femmes s'étaient toutes appropriées cette idée qu'elles manquaient de confiance en elles. Et comme c'était presque un hommage rendu à leur coach et aux femmes qui les accompagnaient plus sur les dimensions techniques du business, puisque en fait elles répétaient ce qu'on leur avait dit, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elles prennent confiance en elles, et elles avaient tendance à moins évoquer des obstacles assez concrets auxquels elles s'étaient confrontées, ce qui nous a en fait questionné, je veux dire comme ça, et qui explique aussi que si on fait le lien entre ces femmes dans les couveuses et les femmes dans les incubateurs et les accélérateurs, les femmes, en fait, vont peut-être intérioriser cette idée qu'elles manquent de confiance en elles, mais qu'elles sont bonnes dans un rôle pour assister, puisqu'elles ont des qualités qui leur sont systématiquement reconnues de coopération, d'ouverture et la capacité à apporter un soin au rapport entre les êtres, entre les personnes. Elles vont facilement rentrer dans ces rôles-là et pas forcément choisir d'être en première ligne ou chercher à créer une espèce de coopération, à faire mettre du collectif là où peut-être que d'autres personnes, notamment des hommes, ne ressentiraient pas ce besoin. Et ça nous renvoie à des travaux sur le statut et la culture, qui sont évidemment des dimensions qui changent très lentement. Et à ces questions, notamment un auteur comme Cecilia Ridgway, qui en 2019 a publié un ouvrage particulièrement sur ce sujet, elle tente de répondre à la question pourquoi les femmes vont spontanément dire d'elles-mêmes qu'elles manquent de confiance en elles pour, par exemple, opérer des choix décisifs, diriger ou créer une entreprise et la diriger. Eh bien, en fait, c'est peut-être que dans des contextes où les hommes peuvent avoir plus de pouvoir, un statut supérieur aux femmes, alors que les deux sexes sont évidemment mutuellement interdépendants, les femmes vont compenser le statut par leur caractère chaleureux, collectif, altruiste, pour pouvoir agir, avoir un pouvoir agentique. Et Glick et Fiske, dans la littérature, en 1999, pensent que cette situation pourrait encourager une forme de sexisme bienveillant avec les femmes qui recevraient en échange de leurs différences une reconnaissance par les hommes en étant perçues comme chaleureuses et bonnes, quoique moins compétentes, et recevant ainsi une forme de protection. Le problème, et c'est là-dessus que je souhaiterais en terminer pour tenir les délais, le problème donc c'est que si les femmes ne sont pas à juste titre convaincues que leur compétence est inférieure à celle des hommes, cela peut créer un certain nombre de ressentiments et de frustrations. Donc, je voulais mettre l'accent sur le fait que, bien sûr, dans certains domaines comme l'entrepreneuriat en particulier, surtout s'il y a de la technologie, les femmes vont nécessairement être moins présentes et moins attendues que les hommes, et ces changements se font lentement. Pour autant, nous pensons, fait à l'appui,
que ce n'est pas nécessairement en mettant l'accent sur le manque de confiance en elles des femmes qu'on peut réellement les aider à occuper les fonctions qu'elles devraient occuper, puisqu'elles en ont toutes les compétences. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et évidemment, je suis toute prête à répondre aux questions s'il y en a. Bien, merci beaucoup Hélène Riot. Moi, pour l'instant, il n'y a pas de questions qui arrivent parce que je pense que les personnes qui nous écoutent, vous écoutez avec attention. J'ai noté quand même certains points que d'ailleurs on va évoquer tout à l'heure dans nos échanges, cette question du modèle, particulièrement quand on parle de modèle de femmes puissantes ou exceptionnelles, et c'est vrai que pour avoir fait des interviews à plusieurs reprises, c'est vrai que quand le modèle est exceptionnel, on se dit tout de suite qu'il est un petit peu hors d'atteinte, quoi. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est facile à gérer. Ce que vous nous expliquez sur la confiance en soi, ça sera intéressant qu'on en reparle ensemble. Et puis l'expression que vous avez utilisée peut-être de sexisme bienveillant, qui pourra peut-être faire l'objet d'échanges. Alors je ne sais pas si vous restez un petit peu en ligne avec nous avant de quitter. Oui, bien sûr. Quelques questions arrivent. Évidemment, je vous les transmettrai. Mais en tout cas, merci. Et puis merci d'avoir tenu les délais, ce qui n'est pas si simple. Bien, merci. Mathilde Rochefort. Oui. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes de 2022, la DGAFP a mis à disposition des infographies qui présentent des données statistiques, qui offrent un panorama complet de l'état comparé des femmes et des hommes dans la fonction publique, effectif, recrutement, rémunération, temps de travail, etc. Et c'est issu du rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Vous allez nous les présenter, peut-être d'abord avec des éléments et des chiffres plus globaux sur l'emploi en France. Alors oui, et puis si je peux me permettre, le rapport annuel de cette année, édition 2022, est sorti hier et il est diffusé sur le site de la fonction publique. Donc là, il y aura des chiffres encore plus actualisés. Néanmoins, sur ces grosses masses, les chiffres bougent de manière totalement minime. Donc afin de parler d'égalité professionnelle dans la fonction publique, il nous semblait important de pouvoir resituer un petit peu l'emploi dans la fonction publique, à savoir que le chiffre principal de cette slide, c'est que les emplois dans la fonction publique représentent quand même 20% de l'emploi en France. Hein. Donc on parle quand même de beaucoup d'employés, à savoir 5,6 millions d'agents publics. Donc dans la slide suivante, on vous a illustré la répartition au sein des 3 versants de la fonction publique, à savoir que 2,5 millions d'agents travaillent pour la fonction publique de l'État, soit 44%, et puis la fonction publique territoriale avec 1,9 million, 35% donc, et 1,2% d'agents, 1,2 million d'agents travaillent dans la fonction publique hospitalière, et ce qui représente 21%. Alors vous verrez que cette représentation, elle est différente quand on parle de représentation féminine au sein des 3 versants, à savoir que le versant hospitalier qui apparaissait en dernier lieu sur la slide précédente est en revanche très représenté quand il s'agit de femmes, à savoir que 78% de femmes travaillent dans la fonction publique hospitalière, 61% pour la fonction publique territoriale et 57% pour la fonction publique de l'État. Je remercie Madame la sous-préfète qui a rappelé les chiffres, parce qu'effectivement c'est 63% de femmes qui travaillent pour la fonction publique, et elle a effectivement cité également le chiffre pour le secteur privé qui là illustre que moins d'une femme sur 2 cette fois-ci travaille dans le secteur privé, donc à savoir 46%. Voilà, maintenant que le cadre des chiffres est planté, vous m'avez demandé, Hugues, et je vous en remercie, de vous rappeler un petit peu les grands textes qui ont fondé l'égalité professionnelle en France, en tout cas, et puis plus précisément dans la fonction publique. Tout à l'heure a été rappelé effectivement la Constitution française avec le principe de l'égalité. Donc je reviendrai très rapidement, et vous avez les slides qui l'illustrent. Mais donc cet article 1 de la Constitution du 4 octobre 58, donc qui favorise l'égal accès des femmes et des hommes donc aux responsabilités professionnelles ainsi que sociales. Donc à la base, il n'y a pas de raison pour que les femmes puissent avoir moins accès à ces responsabilités.
Le statut, qui a été également cité tout à l'heure, de la fonction publique encourage le travail des femmes, l'égalité, de manière à ce que aucun agissement sexiste ne puisse avoir lieu en matière ça peut être la promotion, le recrutement, enfin tout ce qui touche aux ressources humaines. Il y a une grosse avancée qui est la loi Sauvadet, dont on a fêté les 10 ans cette année, loi qui avait été précédée par la loi Copé-Zimmermann en 2011, qui a été vraiment une grande avancée en termes d'obligation, puisque on se pose toujours la question de le bonus ou le bâton, et malheureusement le bonus il marche pas toujours, donc les sanctions ça marche malheureusement beaucoup plus. À savoir que la loi du 12 mars 2012, pour nous, donc pour la fonction publique, dite loi égalité réelle, loi Sauvadet, impose à toutes les administrations publiques d'avoir un taux de 40% de primo-nomination. Et ce taux de 40% a été atteint en 2017, 1er janvier 2017, puisqu'on a quand même fait une montée en charge progressive évidemment, les chiffres le prouvaient, les chiffres étaient très bas, donc on ne peut pas passer de 10% une année à 40% l'année d'après. Donc il y a eu une montée en charge progressive, et aujourd'hui, les administrations qui n'atteignent pas ce taux de 40% de primo-nomination se voient contraintes à une sanction financière de 90 000 € par unité manquante. Donc voilà, ensuite il y a eu un premier accord du 8 mars 2013, donc la date, vous la connaissez, c'est une date qui n'a pas été choisie par hasard, cette date de la journée des droits des femmes. Ce premier accord, il a été très fondateur, puisqu'il a repris des éléments de la loi Sauvadet, et puis il était composé de 4 axes. Cet accord a énormément aidé à progresser au niveau de l'égalité professionnelle, et à tel point qu'il a été renouvelé le 30 novembre 2018, suite à des négociations qui ont évidemment eu lieu, et il est encore en cours. Il y a un comité de suivi qui se réunit environ 2 fois par an avec les organisations syndicales signataires de l'accord. C'est un accord majoritaire, et donc ce comité de suivi permet de suivre axe après axe cet accord avec toutes les avancées qui avaient été demandées et qui ont été reprises par la loi de transformation de la fonction publique, loi qui a été citée, et je le remercie encore, par Madame la sous-préfète. Cette loi de transformation de la fonction publique a été un élément très important, puisque elle a quand même été une transformation, comme son nom l'indique, et donc il y a une reprise de nombreux éléments de l'accord de 2018, et qui là cette fois-ci ont été inscrits dans la loi et qui ont pu être transposés en termes de décrets, notamment sur les plans d'action égalité professionnelle et les dispositifs de signalement qui sont là vraiment au-delà de tout ce qui a pu être inscrit dans le chapitre 5, qui est celui consacré à l'égalité professionnelle. Les plans d'action et les dispositifs de signalement sont 2 éléments très importants de la loi du 6 août 2019. Je voulais juste, pardon Hugues, c'était pas tout à fait prévu, mais dans la mesure où ce projet émane du FEP, donc le Fonds Égalité Professionnelle, je voulais juste redire 2 mots de ce fonds. C'est un fonds qui est piloté par la DGAFP, c'est un fonds qui existe depuis 2019, un fonds qui a été pendant 3 ans uniquement dédié à la fonction publique de l'État, et qui depuis l'an dernier a été transposé aux 2 autres versants, donc fonds interversants. Juste en termes de chiffres, ça vous permet de vous situer. En 2019, on parlait de 600 000 € d'aide à des projets qui avaient été financés, 41 en l'occurrence. En 2020, 800 000 € consacrés à ces projets, et ça représentait 59 projets, et 1 million d'euros en 2021 pour 55 projets. Donc voilà, pour vous dire que, après je passe la répartition, mais vraiment ce fonds a à cœur de financer des projets innovants. Alors vous avez parlé de rôle modèle, on a eu des projets sur des rôles modèles qui illustraient des femmes fortes au sein du ministère. Je pense aussi au podcast du ministère de la Culture. Donc vraiment des projets qui ne pourraient pas exister parfois s'ils n'avaient pas été cofinancés par
par le FEP. Et il se trouve que la circulaire de l'édition de cette année, du 21 septembre 2022 circulaire, incite les porteurs de projets à déposer leurs projets avant le 18 novembre. Donc là, vraiment, on est au cœur de l'actualité. S'il y a des petits projets, là, bon, évidemment, compte tenu des délais restreints, on peut monter un petit projet avec une idée vraiment innovante, des choses qui n'auraient jamais été vues. On a financé des projets de formation, de sensibilisation, évidemment de théâtre forum, qui sont aussi des moyens de faire participer un nombre d'agents publics très important, et puis de lutter contre les stéréotypes. On a eu des projets de salles de lactation qui ont aidé à favoriser aussi l'égalité professionnelle et des retours au travail plus facilités. Donc voilà, Hugues, j'espère que j'ai planté le décor en termes de chiffres, en termes de textes réglementaires et fait un petit peu la promotion du FEP. Alors, il y a quelques questions qui viennent et qui me viennent à l'esprit. Avant, je voulais savoir si, Hélène Riotte, vous étiez toujours en ligne avec nous. Hélène Riotte? Oui. Oui. De poser une question à Hélène Riotte parce que je sais que vous ne pourrez pas rester pendant toute l'émission. C'est pas exactement une question, mais c'est un constat et on voulait avoir votre avis sur peut-être l'échantillon de personnes que vous avez rencontrées. Il y a des remarques qui nous arrivent sur le côté générationnel. Est-ce que dans l'échantillon de personnes que vous avez rencontrées, il y avait des personnes de tous les âges, et est-ce que vous avez l'impression que des personnes plus jeunes générations ont beaucoup évolué et sont beaucoup moins dans ce besoin de modèle, dans cette question de confiance en soi et plus à l'aise? Pas du tout. Je n'ai pas du tout l'impression qu'il y ait des différences entre les différentes générations. Et ça m'est confirmé. J'ai écouté un podcast de la comédienne Emmanuelle DeVos sur À Voix nue sur France Culture. Et j'ai eu la même réaction qu'elle. Enfin, elle a 10 ans de plus que moi par rapport à ma génération, mais elle disait que dans son éducation, elle avait le sentiment que son éducation, même enfant, n'était pas centrée sur la différence entre les genres. Justement, il y avait un effort pour faire la même chose aux filles et aux garçons. Et j'ai un peu le même sentiment, c'est-à-dire que à la fois il peut y avoir une revendication en termes de genre plus forte chez les plus jeunes femmes, enfin les femmes entrepreneuses, et en même temps ça veut pas forcément dire que il y aurait moins, enfin qu'elles auraient plus confiance en elles en tant que femmes. C'est un problème qui est davantage posé pour elles, mais encore une fois, moi ce que je disais, c'est que peut-être que la question du manque de confiance en elles essentielle des femmes est une fausse question, dans la mesure où certaines femmes ont confiance en elles pour faire certaines choses et d'autres manquent de confiance en elles pour faire certaines choses, et parfois c'est justifié puisqu'il y a un défaut de compétence ou un malaise réel, et parfois c'est un obstacle, mais je n'aurais pas tendance à penser que c'est un problème essentiellement lié au fait d'être une femme. Et il me semble donc que par contre, le poser comme un problème essentiel, comme ça a pu être fait plus récemment, ne facilite pas forcément les choses pour les plus jeunes femmes. Vous avez En tout cas, elles n'avaient pas l'air forcément plus à l'aise que des femmes avec plus d'expérience, mais là encore une fois, on peut dire qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Est-ce que l'expérience professionnelle ne donne pas justement davantage d'atouts, et donc on se pose moins de questions parce qu'on a davantage à affronter les problèmes. Voilà. Donc je n'ai pas de réponse tranchée là-dessus, mais tout ce qui m'apparaît, c'est que c'est pas forcément plus facile pour des femmes plus jeunes, en tout cas aujourd'hui. On verra si ça apporte d'autres commentaires. En tout cas, le mot éducation que vous avez prononcé, c'est un mot qui est venu
pas mal de témoignages avant cette émission. Là encore, il y a un commentaire d'une personne qui redit que l'éducation a un rôle important à jouer pour l'avenir. Disons à nos filles qu'elles peuvent tout faire et à nos garçons que les filles sont leur égales pour éviter le sexisme, même bienveillant, pour revenir sur les propos. Donc ça, je veux dire, c'est une responsabilité commune qu'on a pour la génération suivante, en tout cas. Mathilde, dans les questions que moi je voulais vous poser, il y en avait une qui était liée à la dernière partie sur la loi de transformation de la fonction publique, parce que là aussi on a eu beaucoup de témoignages sur les jurys, sur des jurys parfois où des femmes arrivent et en rentrant dans la pièce, dès le début elles se disent mais là c'est vraiment pas pour moi, quoi. Des jurys qui sont parfois d'abord très masculins et puis peut-être avec un regard fait d'avance sur des métiers genrés ou pas genrés, etc. Est-ce que c'est quelque chose alors évidemment vous n'étiez pas dans l'enquête, etc., mais quel est votre regard par rapport à ça? Ouais, de toute façon, il y a une obligation de jury paritaire maintenant. Oui. Donc normalement, si elles arrivent devant des jurys uniquement masculins, je suis un peu étonnée. Et puis après, il y a une obligation de formation des jurys, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes. Moi, je vais prendre le contre-pied, c'est qu'il y a une étude qui prouvait au contraire que parfois les jurys, donc là on parle d'un jury paritaire, mais où les femmes sont plus hostiles à une candidature féminine que les hommes. Donc c'est une étude de la semaine dernière qui est sortie dans l'Express. Et donc comme quoi finalement, clairement par expérience, on a tout un petit peu eu l'occasion de pouvoir le constater. Alors je ne sais pas, hein, là je ne parle pas de ces métiers qui pourraient être des métiers en tension pour les femmes, hein, et des métiers plutôt genrés masculins, mais force est de constater que c'est pas toujours le cas de penser que le jury masculin est contre une candidature féminine. Donc attention à ça, hein. Évidemment on parle de sororité, on parle d'aide entre femmes, mais malheureusement ça n'a pas toujours lieu et les jurys composés de femmes parfois peuvent nuire aux candidatures. Donc c'est un message que j'envoie aux femmes, soutenez-vous. D'accord, des propos nuancés. Et une question qui arrive souvent, mais on est là aussi pour répondre aux questions des internautes. Est-ce que vous ne pensez pas que les quotas ne sont-ils pas parfois contre-productifs? On entend malheureusement souvent que telle femme a été nommée pour des questions de quotas, aussi compétente soit-elle. Oh, c'est une question très classique. Oui, je sais, mais... des gens très proches testent souvent ça pour m'agacer. Donc ils n'y parviennent pas parce que malheureusement, bien sûr, on est tous d'accord, les quotas, c'est pas très glorieux, mais malheureusement, encore une fois, je le dis, la sanction, il n'y a que ça qui marche, et la discrimination positive, moi honnêtement, je mets au défi les gens de nommer une femme sur un poste où elle serait exposée, elle pourrait pas réussir. Donc la personne ou l'ensemble de personnes qui vont nommer une femme savent qu'ils prennent des risques. Donc évidemment, ça n'aurait pas de sens, et c'est des questions qui se posent beaucoup pour des ministères régaliens comme les armées, l'intérieur, et non, c'est des questions qui sont plus lentes, puisque évidemment il faut constituer des viviers, ça n'a pas été fait pendant de très nombreuses années, mais maintenant on arrive à avoir des viviers composés de femmes qui sont extrêmement compétentes, et on ne parle pas du tout de discrimination positive. Alors il y aura d'autres questions qui viendront au fil de l'émission, et on y répondra bien entendu. Je voulais vous passer la parole, Sonia Blanc-Multen. Vous faites partie, donc, on en parlait tout à l'heure, du bureau de Dirigeantes et Territoires. C'est une association qui est née courant 2020, qui a réuni déjà plus de 150 femmes et quelques hommes, 18, qui a une page LinkedIn qui fonctionne plutôt bien, avec plus de 2000 abonnés, avec un objectif qui est à la fois de proposer un lieu d'échange de bonnes pratiques et de valoriser des parcours et des actions. Alors, en quelques mots, pourquoi et comment a été créée cette association? Alors, cette association, en fait, l'idée, elle est née au départ de notre présidente, Diana Chamoun-Fievé, qui travaillait dans des cabinets de recrutement et qui a vu au long de sa carrière combien, en fait, la question du genre, et en particulier des biais culturels, cognitifs, inconscients, tout ce qu'on a déjà commencé à évoquer, venait clairement freiner l'ascension des femmes et leur carrière professionnelle, ce qu'on appelle plus communément le plafond de verre. Et il y avait un deuxième constat, c'était que sur la fonction publique territoriale, on avait une absence de réseau féminin.
alors que il existe des réseaux féminins dans le privé, on l'évoquait tout à l'heure, il existe des réseaux féminins dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique d'État. Voilà. Et donc, et ça a été évoqué en introduction. Donc face à ce manque, l'idée c'était déjà d'avoir cette volonté de structurer un réseau, de travailler bien sûr sur les questions de parité, d'égalité, mais également de sororité, vous venez d'en parler, avec ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un esprit d'ouverture, c'est-à-dire de dialogue avec d'autres réseaux féminins, des réseaux non féminins également, hein, pour essayer de faire avancer ces problématiques de parité, d'égalité de concert, c'est comme ça qu'on y parviendra. Et puis avec pragmatisme, donc d'essayer d'être sur des événements, d'intervenir, de donner à voir aussi notre action, de mettre en avant des femmes. Et alors, historiquement, le Dirigeantes et Territoires est né le 8 mars 2020 et on s'est structuré assez rapidement en association depuis février 2021. Donc en gros, on a à la fois cet objectif de faire avancer la cause de la parité et de l'égalité professionnelle, mais aussi de permettre à des femmes d'accéder à des postes à responsabilité de direction générale, en particulier dans la fonction publique territoriale, et puis d'accompagner des femmes dans leur souhait d'évolution professionnelle, notamment à travers une action assez forte qu'on conduit sur le marrainage. On a à peu près une trentaine de binômes qui s'est constitué depuis 2021, où on a un couple marraine-marrainé, et ça peut être soit dans le cadre d'une mobilité professionnelle ou d'une préparation au concours, d'un souhait d'évolution de carrière, de prendre un temps aussi de questionnement personnel. Et c'est vrai que cet esprit de sororité, on voit bien que c'est quelque chose qui, bien sûr, travaille sur la question de la confiance en soi, mais surtout de s'appuyer aussi sur un réseau bienveillant pour porter les charismes de chacune. Le premier congrès que vous avez organisé, enfin en tout cas un colloque plutôt, vous avez organisé, à laquelle j'ai eu la chance de participer d'ailleurs, était tourné autour de l'audace, de la notion, enfin, en tout cas d'oser. Et puis, parmi les intervenantes, on voit bien qu'il était indispensable que les femmes prennent conscience qu'il n'y a pas besoin forcément de cocher toutes les cases pour oser répondre ou même imaginer. Est-ce que c'est quelque chose que effectivement vous portez beaucoup dans l'association? Oui, tout à fait. Alors, on a évoqué tout à l'heure la question des rôles modèles et le fait d'oser. Nous, on diffuse régulièrement des portraits aussi de femmes qui ont osé. Sur LinkedIn notamment. Sur LinkedIn. Et ça nous paraît important, non pas pour se dire c'est inatteignable, mais pour se dire mais finalement, il y a plein de femmes qui réussissent et qui osent. Donc ça, c'est vraiment cette thématique de l'audace. Et c'est pas simplement pour soi, c'est aussi donner à voir aux employeurs, à l'ensemble de la société civile, que finalement, osons collectivement la parité, l'égalité professionnelle. Donc il y a aussi, faire sortir les femmes de leur coquille, les amener à cette audace, mais finalement qui n'est pas impossible à chacun. On a toutes des charismes, il faut savoir les identifier. Et puis en même temps, dire aux employeurs publics, oser recruter des femmes. Oui, parce que ça concerne également les employeurs. Juste une dernière question, du moins sur cette première partie. Le mot sororité, est-ce que vous avez l'impression qu'il est perçu dans tout son sens et qu'il n'est pas isolant, alors qu'en fait, c'est aussi une autre manière de parler de fraternité. Oui, alors en fait, on a eu, dès les débuts de l'association, cette réflexion sur quelle place des hommes dans l'association. Moi, j'ai toujours... Ma question n'est pas innocente, je fais partie de l'association. Exactement. Et j'ai toujours dit, finalement, il faut qu'on chemine avec les hommes, parce que il y a aussi... on voit bien avec toutes les questionnements qui ont été amenés avec MeToo et tout ce qui s'est passé ensuite,
il ne faut pas qu'on soit isolé et qu'on soit vécu comme, j'allais dire, voilà, les féministes hystériques qui veulent encore... Non, on est 50% de la population sur cette planète. Et on doit être à 50-50. Donc, c'est très important qu'on ait des hommes dans notre association, qu'on travaille de concert, comme je le disais. Après, il y a quand même besoin de temps d'échange entre femmes. Et on voit bien que notamment sur ces marrainages qu'on a mis en place, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la maternité, notamment, puisqu'on sait que voilà, c'est malheureusement aujourd'hui un temps d'arrêt dans la carrière. Moi, je suis très heureuse qu'on ait allongé le congé paternité parce que justement, ça remet les hommes dans cette même dynamique et je pense que beaucoup d'hommes, alors est-ce que c'est générationnel ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas on voit bien que de plus en plus d'hommes les prennent et complètement. Ouais. Mais il y a besoin... Et les prennent en toute responsabilité et sans se dissimuler derrière... voilà. Exactement. Et finalement, moi ce que je pense, c'est qu'avoir ces temps d'échange aussi entre femmes, c'est faire aussi collectivement avancer la cause de la fraternité et de ses droits à une vie personnelle et professionnelle et familiale et à une vie de parents, hommes et femmes, qui soit quand même où chacun puisse s'impliquer et prendre sa part, puisque je suis absolument convaincue que même si c'est pas forcément vrai dans tous les milieux sociaux, mais il y a quand même une évolution là-dessus et un positionnement différent des plus jeunes générations. Alors, l'association a produit un observatoire. Est-ce que vous pouvez dire d'abord quel était l'objectif de cet observatoire? Je pense que c'est un moyen de se faire connaître aussi, mais pas que. Et puis, qu'est-ce qu'il observe, en fait? Alors, en fait, on a décidé de constituer un observatoire d'abord pour analyser la place des femmes dans les lieux de pouvoir. C'était un petit peu notre objectif d'emblée. Et puis d'avoir, j'allais dire, une base de travail objective pour apporter des propositions concrètes d'évolution législative, réglementaire, puisqu'encore une fois, on est dans une dynamique de pragmatisme et d'ouverture, et aussi d'être force de proposition. Et de produire et d'avoir des chiffres sur la place des femmes, là on resserre un peu le prisme, sur des fonctions de dirigeants dans les collectivités territoriales et les établissements publics. On a évoqué tout à l'heure les chiffres et la proportion de l'emploi féminin. Dans la fonction publique territoriale en 2019, c'est 61% de femmes. On peut rapporter juste comme ça à 34% de femmes qui occupent des postes de direction générale dans les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants. C'est-à-dire directrice générale adjointe, quoi. Exactement. Donc là, on voit qu'on a vraiment des écarts importants. Ça nous permet aussi de travailler sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, donc le dispositif de nomination équilibrée. On voit bien qu'il y a eu des avancées notables, hein. Donc la loi Sauvadet a vraiment permis des évolutions là-dessus. Mais aujourd'hui, on est sur les primo-nominations et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est travailler vraiment sur les stocks, c'est-à-dire sur la totalité des postes, toutes strates confondues, puisqu'aujourd'hui, en quelques chiffres, on a 18% de femmes directrices générales des services dans la fonction publique territoriale, 39% qui sont directrices générales adjointe des services. Là, c'est dans la fonction publique ou dans l'association? Dans la fonction publique territoriale. Et 13% de femmes directrices générales des services techniques. Donc, on voit bien, et ça, ce sont des chiffres de 2019, on travaille ces chiffres, c'est pour ça que je parlais d'esprit d'ouverture tout à l'heure, avec d'autres associations, on fait notamment partie de TooGap, qui structure un certain nombre de réseaux de femmes dans le privé et dans le public. Et l'idée, c'est qu'on soit aussi là en force de proposition, en force d'analyse et en appui à toutes les politiques publiques. Et beaucoup sont aujourd'hui engagés et mises sur les chevaux, donc c'est une très bonne nouvelle. Alors, une petite dernière question. Entre-temps, il y en a une qui s'est glissée, qui a un point de détail, mais c'est pas innocent parce que vous demandez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment définissez-vous la notion de dirigeante?
territoriale, pour intégrer l'association notamment, mais aussi qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là? Alors, en fait, on s'est questionné aussi sur cette terminologie et on voit bien là à travers Parce qu'elle peut être perçue un peu comme élitiste. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, donc on a à peu près, vous le disiez tout à l'heure, 150 adhérents. Globalement, on est essentiellement sur des postes de femmes et d'hommes qui occupent des postes de direction générale des services ou direction générale des services adjointes. On voit bien que là, toutes les dernières adhésions, et on travaille beaucoup dans ce sens-là, émanent de femmes qui sont sur des postes de direction, qui sont aussi sur des postes d'expertise. C'est important de le dire parce que finalement, une dirigeante, c'est aussi une femme qui a des responsabilités de conseil et d'évaluation des politiques publiques et de stratégie. Et on a aussi des femmes qui sont actuellement en formation ou qui souhaitent préparer des concours. Donc en évolution professionnelle et du coup qui peuvent s'appuyer sur le réseau. Donc j'allais dire structurellement, oui, on pourrait dire au départ, vous avez fait un petit club de VIP. Il fallait bien qu'on démarre par un bout, si je puis dire, mais en tout cas, c'est pas l'objectif et on voit bien à travers toutes les dernières adhésions que voilà, on espère vraiment toucher un maximum de femmes. Notre objectif, c'est vraiment de travailler, comme on le disait, sur un réseau féminin de la territoriale. Donc, pour répondre à la question, c'est ouvert. Voilà, exactement. Il ne faut pas avoir sa carte de DGS pour rentrer. Exactement. Ni sa carte politique. Exactement. Comme dans certaines collectivités. Mais ce n'est pas le sujet. Alors. Et juste peut-être pour préciser qu'on a aussi, et on travaille sur les directions de cabinet. Puisque là encore, ce sont des secteurs sur lesquels les femmes sont malheureusement encore peu représentées. Et puis des métiers où le temps n'est pas forcément vraiment compté. Vous êtes donc secrétaire général de l'INRAP. J'avais dit tout à l'heure que je rappellerai ce que c'est. C'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Mais de métier, si je puis dire, de formation, vous êtes urbaniste et ingénieur, et vous avez notamment, vous en parliez tout à l'heure du 14%, je crois que c'est le pourcentage que vous donniez, occupé des postes dans les services techniques de collectivités locales, et vous avez été DGST, donc directeur général des services techniques du Puy-en-Velay. Il est connu pour d'autres raisons. Donc, et les postes techniques, on va en parler après, font partie des métiers dits genrés, quoi. Quel est votre regard sur à la fois votre parcours et puis s'il y a un message à la fois à titre personnel et au titre d'association que vous aimeriez faire passer? Alors, moi, à l'époque, quand j'étais DGST, je pense qu'on était à moins de 5%. Aujourd'hui, on est à 13%. Il y a 9 femmes DGST en 2019. Non, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que pour moi, il n'y a pas de fatalité, ni sur le genre, ni sur ses capacités à aller vers des métiers qu'on peut dire genrés. Je vais vous l'illustrer juste à travers quelques exemples personnels. Moi, au départ, j'ai fait un parcours littéraire avec une classe préparatoire et j'aurais pu me destiner à faire une thèse de géographie, d'histoire, puisque j'ai fait ce double parcours. Finalement, j'ai choisi l'aménagement du territoire et l'urbanisme. J'ai travaillé rapidement en collectivité territoriale et j'ai choisi de prendre des postes dans les services techniques. Et j'ai choisi de le faire, vous en parliez tout à l'heure, sans cocher toutes les cases, puisque j'avais pas le diplôme. Alors on peut dire oui, quand on n'a pas le diplôme en France, on ne peut pas. Ce n'est pas vrai, on peut avoir des opportunités, il faut aller les chercher et il faut bien sûr les saisir sans effectivement se dire je coche pas la bonne case donc je peux pas y aller. Et par ailleurs, donc j'ai réussi le concours d'ingénieur en chef et en même temps que j'étais DGST au Puy, entre 2013 et 2016, j'ai préparé et obtenu le diplôme d'ingénieur en validation des acquis et de l'expérience. Donc, à un moment donné, j'allais dire, il faut travailler, même si j'ai bien entendu les propos très intéressants d'Hélène Riotte tout à l'heure, n'empêche que je pense qu'il faut combattre, je ne sais pas s'il est spécifiquement féminin ou pas, le sentiment d'illégitimité, cette sorte de syndrome de l'imposteur qui peut nous faire dire, finalement, même de manière inconsciente, je ne peux pas y aller car je n'ai pas la compétence, je ne vais pas savoir faire. Alors, je ne fais pas d'angélisme,
Parce que, bon, quand vous êtes une femme et sur vos équipes de 300 personnes, vous avez 298 bonhommes, très concrètement, j'allais dire, vous êtes un peu attendu au tournant. Donc, je dirais que bon, on a un petit peu 10 fois plus de preuves à faire que quand on est un homme parce que spontanément, on est un peu perçu comme non sachante. Et sur des métiers techniques, scientifiques, voilà, ça se sent en particulier. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je souhaite dire, c'est que à travers mon expérience, une fois qu'on a passé ce premier stade, un petit peu de jauger, de devoir faire ses preuves, j'ai vraiment vécu, en tout cas dans les services techniques, une immense loyauté et un immense engagement des équipes à mes côtés. Donc, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est d'oser. Et pour les jeunes filles, c'est des choses qu'on essaie de porter aussi auprès des services de l'État. Moi, je pense qu'on arrivera à une vraie parité, à une égalité, pas seulement professionnelle, mais sociétale, quand on aura plus d'ingénieurs et plus d'architectes femmes, puisque c'est elles qui font la ville, c'est elles qui la conçoivent. Et si demain on est à parité dans ces métiers-là, je pense qu'on aura tout gagné en termes de parité, d'égalité, tout court. Merci beaucoup. Il y a un site de l'association, Dirigeantes et Territoires, donc si les personnes veulent aller voir plus d'infos, tape Dirigeantes et Territoires, ça apparaît. Parce que les derniers mots que vous disiez, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est qu'il y a un débat sur lequel on a travaillé dans d'autres émissions, c'est sur le côté genré des équipements publics aussi. Et que peut-être que le jour on arrivera à cette juste parité, on aura des abribus où les femmes n'ont pas les jambes qui sont à 10 cm du sol, ou des choses comme ça. Mais enfin, c'est un large sujet. Oui. Rachida Mabchour, vous êtes... c'est difficile, je sais, quand on est dans son bureau à distance, mais présente en même temps. Donc voilà, on ne vous a pas oublié. Pas de souci. Notamment le lien sans transition, comme on dit dans les émissions. Mais là, il y a une transition, notamment celle sur les métiers genrés, parce que c'est de ça notamment que nous allons parler avec vous. Mais avant, ce serait peut-être bien que vous puissiez nous dire quelques mots de l'AFPA que vous représentez, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, pour les gens qui ne connaissent pas le titre, grand test pour la vôtre, qui est missionné par l'État pour aider à l'accès à l'emploi de toutes les personnes qui en sont éloignées, et qui dans ce cadre-là intervient sur la mixité professionnelle. Juste en quelques mots, quelles sont vos actions ? D'accord. Alors, donc dans le cadre de mes missions de référente mixité régionale, on est missionné par l'État sur la possibilité de mettre en place des actions pour développer la mixité professionnelle. L'objectif, c'est de conseiller, accompagner pour l'insertion et l'égal accès à l'emploi des personnes les plus éloignées de l'emploi. D'accord ? Donc, comment ? En facilitant l'intégration des femmes dans des métiers à forte présence masculine. Voilà. Ça, c'est la mission que nous a donnée l'État. Nous, par rapport à cela, on a proposé plusieurs actions. La première, c'est de mettre en place des ateliers sur la mixité professionnelle. L'atelier s'intitule « C'est mon choix professionnel » pour permettre aux femmes d'ouvrir le champ des possibles. Pourquoi ? Parce que y a plusieurs études qui montrent que les femmes à bas niveau de qualification vont souvent vers les mêmes métiers, des métiers dits précaires, avec des conditions de travail pénibles et très mal rémunérées. Donc, en ouvrant vraiment l'objectif de ces ateliers, c'est des ateliers de transition spécifiques au public femmes, visant à leur permettre d'explorer de nouvelles pistes professionnelles auxquelles elles n'auraient pas naturellement pensé. On part naturellement du bassin d'emploi pour leur montrer qu'il y a des métiers dits masculins où il y a de l'employabilité, les conditions de travail sont moins pénibles que celles des métiers vers lesquels elles auraient naturellement été, et qu'il y a aussi des possibilités d'évolution de carrière. Et l'objectif, c'est de travailler vraiment les compétences transversales
pour leur montrer que les femmes, finalement, quand elles vont vers des métiers d'aide à la personne, vers lesquels elles se dirigent naturellement, ou de ménage, il y a vraiment des compétences qu'elles peuvent mettre en pratique sur des métiers masculins. Elles ont autant de compétences que les hommes sur ces métiers. Parce qu'une personne qui exerce le métier d'auxiliaire de vie sociale, quand elle porte un poids mort, elle peut très bien porter une plaque de plâtre. Expliquer que souvent dans les métiers du social, il y a des tâches comme ça, effectivement. Un corps, c'est particulièrement lourd, ça peut avoir des effets terribles sur les personnes qui le font, mais que dans les métiers du technique, on est beaucoup plus avancé sur je dirais l'enseignement sur la manière de faire pour porter un sac ou je ne sais quoi. C'est un peu cette idée-là, et vous en avez pris conscience dans les rencontres que vous avez pu faire. Exactement. Et vraiment, on travaille les représentations des métiers, les stéréotypes, pour montrer qu'en fait, les métiers, c'est ouvert à tous et qu'il n'y a pas de métier genré. C'est vraiment ce qu'essaye de prôner l'AFPA dans le cadre de ces formations, pour ouvrir vraiment aux femmes toutes les formations. Et dans ce cadre, on leur fait visiter les plateaux techniques pour leur permettre de discuter, d'engager la discussion avec le formateur, pour qu'ils aient le point de vue d'un professionnel du métier, à savoir est-ce qu'une femme a la possibilité d'intégrer telle ou telle formation, et si tel est le cas, est-ce que c'est plus difficile qu'un homme ? Est-ce qu'elle a plus de chance qu'un homme ou moins de chance qu'un homme? Et dans le cadre de ces visites de plateau technique, des fois, on rencontre des stagiaires femmes dans ces formations. Et là, c'est vraiment l'idéal puisque les femmes, elles peuvent poser des questions et beaucoup plus facilement se projeter, vraiment ouvrir le champ des possibles. Parce qu'on sait très bien que dans ces ateliers, voilà, si une femme sur 5 dans ce genre d'atelier peut un petit peu se permettre de se dire pourquoi pas ce métier, c'est un pari gagné. Mais au moins, quand qu'elles ont la possibilité de poser toutes les questions qui les freineraient à aller vers ce genre de métier. Alors, on a parlé tout à l'heure des modèles, en disant que, en tout cas pour certaines femmes, certaines pensent, expliquent, moi je l'ai entendu à plusieurs reprises, manquer de modèles. Ou ceux qui leur sont présentés sont tellement exceptionnels, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils sont inaccessibles. Quels sont les parcours que vous avez pu rencontrer ou suivre à l'occasion notamment des trophées auxquels vous participez? Oui. Tout à fait, c'est la deuxième action que l'on met en place, ce sont les trophées. Donc l'intitulé, c'est Trophée métier pour elle. Et donc c'est lancé à l'initiative de l'AFPA avec le soutien du ministère du Travail. Et ça a pour vocation de mettre en lumière les femmes qui ont fait le choix d'aller vers un métier qui accueille moins de 30% des femmes. Et donc, dans le cadre de ces trophées, on a rencontré 2 personnes. Donc, j'ai vraiment, j'en avais plusieurs, des témoignages, mais c'est ceux-là qui m'ont un petit peu plus interpellée. Donc, une femme qui, au départ, avait une licence professionnelle, était bien installée dans son poste de travail, mais qui s'épanouissait pas professionnellement et qui commençait un petit peu à se chercher et qui a toujours été attirée par le côté technique, mais qui n'osait pas parce que le soutien familial n'était pas au rendez-vous. Elle a quand même continué un petit peu malgré tout à se rapprocher des métiers techniques tout en restant dans son métier d'origine, mais aller vers d'autres secteurs d'activité. Et quand elle a acheté sa maison et qu'elle a dû réaliser elle-même les travaux parce que faute de moyens, elle s'est prise de passion pour l'électricité. Et là, c'était vraiment la découverte et le choix a été fait. Donc, elle a intégré une formation d'électricien du bâtiment. Il faut savoir que dans cette formation, il y a moins de 10% de femmes. Donc, elle était la seule femme dans le groupe et elle a obtenu son titre professionnel. Voilà, ça c'est pour le premier exemple. Et maintenant, elle est heureuse dans son métier, tout va bien? Elle est très épanouie, elle est très épanouie. Je l'ai rencontrée lors de la remise des trophées puisque elle a gagné le trophée national.
Elle est très épanouie, ne regrette absolument pas son choix. Au contraire, elle se dit que en fait c'est du temps perdu parce que si elle avait osé imposer son choix dans son milieu familial, et ben peut-être qu'elle le serait depuis bien plus longtemps, épanouie dans son milieu professionnel. Et c'est que la notion de soutien familial est une notion qui est... C'est très important. Oui, c'est très important dans n'importe quel cadre de reconversion professionnelle. C'est très important d'avoir l'adhésion de son entourage parce que c'est cette adhésion qui va permettre la poursuite et la réussite de ce projet. Si on n'a pas l'adhésion, moi j'ai eu le cas dans le cadre d'une personne que j'accompagnais pour une création d'entreprise qui n'avait pas le soutien de son époux. Malgré tout, elle a poursuivi son projet, mais son projet n'a pas pu aboutir à un moment donné. Du deuxième exemple ? Le deuxième exemple, c'est une personne qui, c'est un petit peu la même chose, on lui a imposé son choix d'orientation. Donc, elle travaillait dans la boulangerie, notamment, parce que issue d'une famille de boulangers, voilà. Donc, elle travaillait dans la boulangerie pendant plus d'une dizaine d'années. Elle a dû arrêter pour raison de santé. Et en fait, son choix premier de métier, elle a toujours voulu travailler dans le domaine du transport, conduire de transport en transport routier sur marchandises. Voilà. Ça a toujours été son rêve. Sauf que à l'époque, parce que c'est une femme d'un certain âge, ça c'est important de le dire, parce qu'à n'importe quel âge, on peut choisir de s'orienter vers un autre métier. Il n'y a pas d'âge pour ça. Et donc, à un moment donné, quand elle a été confrontée à cette maladie, à ces restrictions médicales, donc elle a fait son bout de chemin, puisqu'elle est mariée et puis a des enfants. Elle a discuté de ce projet avec son époux, qui l'a soutenu, et elle a intégré un titre professionnel de conducteur de transport routier qu'elle a obtenu. Elle également a été récompensée par ses trophées au niveau national, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 niveaux, un niveau régional et national. Elle ne comptait pas s'en arrêter là, tellement elle est passionnée par le monde du transport. Elle voulait continuer et a intégré pour passer son permis super lourd. Voilà. Ces 2 exemples, c'est vraiment 2 exemples où toutes les femmes peuvent s'identifier, parce que ce n'est pas des exemples exceptionnels, c'est des choix à un moment donné ou des rencontres qui ont permis à ces femmes d'oser de se dire, si un homme en est capable, j'en suis capable également. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Parce qu'on a parlé de modèles, on a parlé d'univers familial, mais il y a aussi peut-être la question elle-même ces fameuses croyances limitantes. Est-ce qu'elles ne concernent pas aussi les employeurs ? Elles concernent les employeurs, ça c'est certain. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'employeurs, d'entreprises qui font des efforts, et il faut les saluer par rapport à ça, pour intégrer ces femmes dans ces métiers. Maintenant, il y a encore du chemin à faire, ça c'est certain également. Et plus il y aura de femmes dans ces métiers, plus elles seront représentées et plus elles gagneront en légitimité. Effectivement, il faut qu'elles gagnent encore en légitimité dans certains secteurs d'activité. Par contre, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que parfois, ces femmes, elles se mettent elles-mêmes des barrières. C'est-à-dire qu'elles se disent elles-mêmes qu'elles ne peuvent pas envisager, ne serait-ce que d'aller dans un métier masculin, de par toute leur histoire personnelle. C'est-à-dire que même au niveau sociétal, c'est comment je vais pouvoir, dans le cadre d'une conversation avec mon entourage propre ou mes amis, dire « je suis carleuse ». Déjà, le dire au féminin.
il y a vraiment beaucoup de freins elles-mêmes qu'elles se mettent et qu'il faut leur permettre de changer de regard sur ces métiers et de dire qu'elles ont toute leur place parce que elles se font souvent une mauvaise représentation de ces métiers où l'objectif est pour elles inatteignable alors que finalement, à travers tous les témoignages que j'ai pu avoir lors de ces trophées, quand elles vont sur ces métiers, quand elles sont en formation sur ces métiers, elles sont souvent leaders du groupe. Pourquoi? Parce qu'elles se mettent encore une barrière beaucoup plus haute que les hommes pour pouvoir avoir le respect des autres stagiaires hommes du groupe. Merci beaucoup Rachida. Simplement une question technique, je connais la réponse, mais j'aimerais mieux que vous la donniez, technique, enfin, une information. Est-ce que ce type d'initiative de l'AFPA existe sur d'autres régions? Ah oui, tout à fait. Hein. C'est l'État qui nous missionne sur tout le territoire national. Hein. Voilà. Donc, personne qui pose la question en PACA peut contacter l'AFPA PACA. Voilà. Et puis une personne qui nous dit... Des référentes mixité dans toutes les régions de France. Voilà. Et puis une personne qui nous dit avec un certain humour, enfin on peut prendre ça avec de l'humour, est-ce qu'on dirait à un homme qu'il faut qu'il soit soutenu par sa femme, sinon il n'y arrivera pas? Alors moi je peux répondre à cette question. Moi je peux y répondre aussi. Eh ben, très bien, comme ça allez-y toutes les deux et puis ça me permettra de vous passer la parole. Moi, il se trouve que mon mari a Félix, qu'il a travaillé très longtemps en tant qu'ingénieur dans des grandes entreprises et que vers 34-35 ans, il s'est posé la question du sens et il a décidé d'engager une reconversion professionnelle. Il a préparé et réussi l'agrégation de physique et maintenant il est prof en classe préparatoire. Je pense que seul, ou peut-être mal accompagné, il n'aurait peut-être pas franchi le pas. Donc je pense que soutenir les hommes, y compris dans ce type de reconversion professionnelle qui suppose quand même d'accepter de diviser son salaire par deux, hein, donc son prestige social, donc la représentation, les professeurs, c'est plutôt un métier féminin, alors en classe préparatoire, il y a quand même plus d'hommes. Hein. Oui. Mais voilà, c'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné, c'est dans les deux sens. Puis au-delà de la reconversion professionnelle, clairement, je pense que il y a cette citation qui dit « Derrière chaque grand homme, il y a une femme ». Et honnêtement, même sans reconversion professionnelle, pour qu'un homme réussisse quand il est très impliqué dans son travail, qui fait énormément d'heures, il faut bien que de l'autre côté, il y ait une femme qui soutient. Oui, absolument. J'ai juste à préciser que quand j'ai dit le soutien de l'entourage, j'ai dit dans n'importe quel cadre de reconversion professionnelle. Je ne citais pas forcément que les femmes envers les hommes ou les hommes envers les femmes. C'est vrai pour tout le monde, hein, parce que je n'accompagne pas que des femmes dans le cadre de mes missions. Ok, merci beaucoup Rachida. Vous restez avec nous quand même pour les dernières questions. Alors Rachel, on viendra sur le sujet qui nous intéresse, mais par rapport au point qu'on vient d'aborder. On parlait là en effet du soutien plutôt moral et affectif et en effet moi comme Mathilde je voulais me remettre sur un plan plutôt matériel. Ouais. Aujourd'hui on sait que ce sont les femmes qui assument encore 80% des tâches domestiques et parentales. Donc dans le foyer, dans le cadre du couple hétérosexuel aujourd'hui, c'est les femmes qui assument l'essentiel de ce travail-là et qui permettent en effet, comme tu le disais Mathilde, aux hommes de pouvoir continuer leur carrière tranquillement, rentrer tard, etc. Si on se place aussi d'un point de vue un peu plus historique, hein, pour une remise en perspective, on sait très bien aujourd'hui, plusieurs livres et recherches historiques le montrent, derrière la plupart des grands créateurs, ce qu'on appelle les grands génies, j'ai lu récemment un article très intéressant sur le grand sociologue Émile Durkheim. En fait, c'est sa femme qui était sa secrétaire personnelle et en fait qui prenait ses notes, relisait ses manuscrits, l'assistait pendant les cours, etc. Donc derrière, en effet, ces grandes figures-là, quand on gratte un petit peu, on constate que derrière, bien souvent, il y a une femme associée qui en fait effectue aussi une majorité du travail intellectuel et pratique en fait derrière ces figures-là. Donc voilà, juste pour avec une moindre visibilité. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc c'est important aussi de les sortir justement, de revisibiliser ces femmes-là et redonner aussi
une visibilité aux femmes qui aujourd'hui, en effet, dans le cadre de systèmes familiaux, assument cette part très importante du travail de la famille. Alors, Rachel, il y avait un commentaire qui nous était arrivé il y a quelques instants. Je me suis dit, quel lien merveilleux pour vous passer la parole. Le problème, c'est qu'il a changé de corps sur mon écran. Donc là, il est dans un corps minuscule, même avec des lunettes. Et je me souviens à peu près du propos. C'est une personne qui avait fait une formation en informatique. Bon, informatique industrielle, d'accord. Mais cherchant de travail après une formation en informatique industrielle, on m'a répondu ouvertement 3 fois, pas de femmes sur ces postes-là. Bon, c'est simplement. Juste, le lien est évidemment ténu, mais il existe parce que vous travaillez sur une mission qui s'appelle Talent féminin du numérique de l'État. C'est un programme de coaching, je crois, pour accompagner l'évolution en carrière en niveau de carrière. Ça dure à peu près 2 jours et demi. C'est ouvert à tous les professionnels du numérique que de l'État pour l'instant, mais c'est vrai que c'est des métiers où, notamment dans les collectivités locales que je connais un peu mieux, on cherche du monde, quoi. Le coaching, c'est vrai qu'il y a un problème de rémunération, mais il n'y a pas que ça. Et vous me disiez que le coaching est plus sur la posture pro que sur la partie technique. Ah oui, bien sûr. Alors, simplement, oui, d'abord, 2 questions à la fois sur cette posture, et puis comment ces personnes sont sélectionnées. Alors, on sélectionne donc les participantes de notre programme de coaching et d'accompagnement des femmes du numérique de l'État selon 2 conditions. Il faut être agent public dans la fonction publique d'État, contractuel ou titulaire, et dans le domaine numérique. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est d'avoir un projet professionnel, soit de mobilité, pas forcément ascendante d'ailleurs, ou de prise de responsabilité. Donc nous, à la Mission Talent, on va vérifier ces 2 points avec les personnes qui sont intéressées, les agentes intéressées. Donc on procède à un premier échange avec elles, et ensuite elles échangent avec une ancienne participante du programme. Également, et si ces 2 conditions sont remplies et que les feux sont ouverts, eh bien on les inscrit et elles rentrent dans le programme. Juste pour apporter une petite précision, moi je travaille donc à la mission Talent de la Direction interministérielle du numérique, qui est un service de la Première ministre, et on travaille plus globalement sur l'attractivité des filières numériques de l'État. À ce titre, moi je travaille aussi plus particulièrement sur la féminisation des filières numériques de l'État. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est un constat que vous êtes parti pour lancer ce programme. Absolument. On est parti du constat de la sous-représentation des femmes dans les filières numériques de l'État. Au sein de l'État, comme dans le secteur privé, d'ailleurs, la part des femmes dans les métiers du numérique est de 27%. Et si on exclut les fonctions dites de support, c'est-à-dire administratives, communication, commerciale, etc., on passe sous les 15%. Dans les filières numériques publiques, on observe le même phénomène, on en a beaucoup parlé précédemment, de plafond de verre que dans l'État en général, c'est-à-dire plus on monte dans les hiérarchies, moins on a de femmes. On l'a dit maintes et maintes fois, donc je ne vais pas répéter, mais dans les effectifs des cadres de la fonction publique d'État, on trouve 62% de femmes. En revanche, on observe en effet un décrochage si on se concentre uniquement sur les catégories A+, c'est-à-dire les postes d'encadrement supérieur, donc qui sont aussi les postes les mieux rémunérés, où là, on tombe à 39%. Donc une sous-représentation également des femmes dans les postes à responsabilité et dans les corps les mieux rémunérés. Donc on fait face à un double problème, celui du manque de mixité dans les filières numériques de l'État et la rareté des femmes dans les positions dirigeantes au sommet donc, de ces filières numériques. Et c'est pour y répondre qu'on a conçu ce programme d'accompagnement dédié aux femmes du numérique public pour à la fois fidéliser les femmes au poste numérique et accélérer leur progression de carrière. Alors pour rentrer dans les détails, comment ça se passe ce coaching? Vous parliez d'abord des postures pro, là on n'a pas encore répondu à cette partie-là, qu'est-ce que ça veut dire une posture pro? J'ai bien compris que c'était différent de la posture technique, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Et puis en gros, c'est 2 jours et demi, je crois à peu près. C'est ça. Quel est l'objectif direct et comment vous le mettez en pratique? Alors, concrètement, on sélectionne, pour vous dire comment le programme fonctionne, on reviendra sur la question de la posture professionnelle après. Concrètement, on sélectionne plusieurs promotions de 6 femmes par an. Donc ça dépend du volume de femmes qu'on a sélectionnées.
6 femmes donc, qui sont constituées en promotion et qui bénéficient donc d'une séance de coaching collectif, qui d'abord bénéficie d'un test de personnalité qui s'appelle le DollQuest, avec une analyse d'abord en bilatéral, donc avec une coach qui interprète avec elle les résultats de ce test de personnalité professionnelle, hein, bien sûr, et ensuite 2 jours de coaching en groupe qui seront suivis quelques mois plus tard d'une demi-journée supplémentaire de coaching collectif. Chaque promotion est marrainée par une cadre dirigeante. Et l'idée, c'est à la fois donc de les faire travailler sur, en effet, ce qu'on appelle la posture professionnelle. Donc, c'est d'une part les aider à clarifier ce qu'elles veulent, à clarifier leur projet professionnel, et ensuite les accompagner dans la mise en mouvement. Comment est-ce que je peux atteindre cet objectif, quelle est la première, la deuxième étape, etc. Comment je peux me mettre en mouvement pour obtenir et atteindre mon objectif. Donc c'est ça qu'on appelle voilà, travailler sur le projet professionnel et un accompagnement sur la posture en fonction des problématiques qui vont être amenées par les participantes. Est-ce qu'il faut travailler sur l'assertivité, sur le fait de savoir mieux poser ses limites, par exemple dans un cadre professionnel. Ça dépend évidemment de ce que va amener chaque participante dans la séance. Et l'idée, au-delà de ça, c'est aussi, comme tu en parlais Sonia tout à l'heure, de favoriser leur mise en réseau et l'entraide mutuelle entre ces femmes-là. On sait que les hommes ont plus tendance à rester tard au travail, faire assez naturellement et facilement cette dynamique de réseau, etc., dont on parle même parfois d'entre-soi. Hein. Et l'idée, c'est aussi de travailler là-dessus et donc d'essayer d'augmenter la visibilité, de donner à voir cette expertise et cette compétence dans l'écosystème numérique interministériel des femmes qui suivent notre programme. D'accord. Je reviens sur la question de savoir à qui ce programme est destiné, parce qu'on a un certain nombre de personnes qui nous... Je vous donne un exemple. Un agent avec un projet de mobilité adjointe en service de communication peut-elle considérer travailler dans le secteur du numérique? Bon, c'est une question très précise, mais jusqu'où va la notion de numérique, quoi? Alors, si elle n'est pas dans le domaine numérique, je dirais plutôt pas. Il faut que son poste ait trait de près ou de loin au numérique. Ouais, bien sûr, de toute façon, il faut cadrer. Absolument. Mais en revanche, le programme s'adresse à des agents qui seraient sur des fonctions dites de support dans des filières numériques. En effet, en revanche, le programme l'aurait ouvert. D'accord. Tout à fait. Okay. Alors, peut-être quelques mots depuis que le programme existe, quelques mots sur les résultats, parce que ça va faire 3-4 ans d'existence. Depuis 2019. Oui, c'est ça, d'accord. Les résultats Les résultats sont bons. Là, on en est à plus d'une centaine de femmes qui ont été accompagnées, qui ont été coachées. Et on a 90% des participantes du programme qui se disent très satisfaites de l'accompagnement dont elles ont pu bénéficier. 80% d'entre elles qui pensent que le programme renforce la place des femmes dans les services numériques de l'État. Et surtout, après 4 ans en effet d'existence du programme, on commence à ressentir l'impact sur les carrières. Et ça, c'est très satisfaisant pour nous, hein, on en est très heureuse. On a 4 participantes sur 5 qui nous disent avoir identifié un changement positif dans leur vie professionnelle après avoir suivi le programme. Donc soit bénéficier d'une promotion, soit changer d'emploi, soit renforcer justement leur posture, être plus à l'aise, plus épanouie dans le cadre de leur fonction. Alors, il y a toute une série de questions qui arrivent. Je vais un peu vous les poser en vrac, enfin, il n'y a pas tant que ça, mais en les rassemblant. Il y a beaucoup de remarques sur le problème de la mobilité géographique et le fait que cette question se pose différemment pour les femmes, parce que peut-être elles ont plus le souci de l'école, des enfants, etc. Bon, c'est pas véritablement cette question, c'est un constat, mais est-ce que c'est des sujets sur lesquels ça m'adresse aussi à nous, hein, qui voulez réagir? Il y a peut-être rien de plus à dire. Hein, moi je pense que alors, à mon sens, ça peut être un frein, pas simplement parce qu'on est une femme, mais j'allais dire, on est parents, on a un emprunt, on a des engagements sociétaux, familiaux, personnels dans une région, et donc je pense que c'est pas spécifiquement
genrer comme problématique. Là où ça va effectivement peut-être poser un questionnement, et on parlait du soutien familial, et il est important dans ce cadre-là, c'est qu'en effet, pour avoir une évolution de carrière, alors en plus certains concours de la fonction publique imposent une mobilité géographique, et ça c'est important quand on passe ces concours-là sur certains postes, sur certains concours de catégorie A+, c'est important de bien peser cet élément-là, parce que voilà, ça doit rentrer dans la balance et dans la perspective. Moi personnellement, je l'ai fait. J'ai quitté Lyon pour aller au Puy-en-Velay. Mon mari venait d'être nommé en classe préparatoire à Bourg-en-Bresse. Et j'avais 2 enfants et un 3e qui est né 2 ans après. Donc j'allais dire, bon, c'est pas forcément très confortable. Par contre, c'est vrai que c'est des choses qui se font, c'est des choses qui se pensent, c'est des choses qui doivent absolument se discuter familialement, avec une organisation quand même aussi à penser en amont. Nous, on avait une jeune fille au père, enfin voilà. Donc, il y a quand même des choses à penser, mais la mobilité géographique en tant que telle, pour moi, elle n'est pas uniquement genrée. Enfin, elle est liée à d'autres problématiques aussi. Elle n'est pas uniquement genrée. Je pense qu'il est quand même important de rappeler que, à cause notamment du phénomène des inégalités salariales, ce qu'on observe dans les choix de temps partiel, aujourd'hui on sait que ce sont les femmes qui sont pour une écrasante majorité à temps partiel, que ce temps partiel soit pleinement choisi ou subi. Et pourquoi, en fait? Pour une raison très simple, qui est que, eh bien, comme souvent dans un couple hétérosexuel, encore une fois, c'est l'homme en fait qui a le salaire le plus élevé. En fait, le choix est vite fait. Dans un système familial, c'est la femme naturellement qui va se mettre à temps partiel, puisque l'impact sur les revenus du foyer sera moindre. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut en fait prendre ce problème des inégalités à la source et résorber ça le plus rapidement possible, parce que si on résorbe les inégalités salariales, de fait, en cascade, tout un tas d'autres inégalités se résoudront d'elles-mêmes. Ce problème du temps partiel ou de la mobilité, par exemple, si on a 2 salaires qui sont équivalents, en tout cas si on n'a pas ce gap forcément significatif entre le salaire de l'homme et de la femme dans un foyer, peut-être que, en tout cas, on sera plus sur un pied d'égalité dans les choix, voilà, qui pourront être faits à ce moment-là. Alors un commentaire qui n'est qu'un commentaire, mais qui peut peut-être susciter des réactions chez vous. Je suis conseillère mobilité carrière et à contre-courant. Je reçois beaucoup de femmes qui regrettent d'avoir passé le concours d'attaché principal du fait d'une charge de travail écrasante, en plus de la double journée déjà en place, de l'exposition de ces postes, de la pression associée aux fonctions managériales. Qu'en dites-vous? Alors moi, si je peux me permettre. Oui. Alors, je dirais qu'en fait, le travail du projet d'évolution professionnelle n'a pas été suffisamment fait. C'est-à-dire que dans n'importe quelle évolution de carrière ou reconversion, il faut vraiment prendre en compte que le travail doit permettre de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et ça n'a pas été suffisamment travaillé, parce qu'effectivement, quand on va sur des postes à responsabilité, notamment, on va beaucoup plus travailler, et forcément, le temps qu'on va passer au travail, on ne le passera pas avec sa famille, il y aura un impact considérable. Et ça, il faut vraiment le prendre en considération dès le départ, avant même d'envisager un concours ou de postuler sur un poste à haut niveau de responsabilité. Après, on peut choisir un poste d'attaché principal. Alors, au début, on est obligé d'exercer des fonctions managériales, et c'est bien tout l'objet de ce concours. Mais clairement, à la DGFP, donc des RH de l'État, il y a beaucoup de gens qui sont attachés principaux et qui sont en position d'expertise, donc qui travaillent beaucoup, mais voilà, peut-être un peu moins que sur des fonctions très managériales qui nécessitent d'être très présents. Pour juste nuancer un petit peu ce propos, mais après je rejoins totalement vos éléments, Rachida. C'est vrai que lorsqu'on passe un concours, il faut savoir un peu ce qu'il y a derrière, parce que c'est pas tant passer le concours pour avoir le titre que il faut bien être conscient de tout ce que ça représente. Et on revient encore sur ces sujets du soutien, de l'organisation, de la conciliation. J'utilise ce mot de conciliation, même si on nous a reproché de dire ce mot de conciliation, il faut parler d'articulation. Malgré tout, parfois c'est un peu subi quand même.
Ah, les mots. Et pour compléter, hein, c'est là aussi qu'on voit l'importance des choix organisationnels et des politiques publiques aussi dans le fait d'apporter un soutien très concret et très matériel en fait à la parentalité, aux femmes, aux parents et à toutes les personnes qui sont d'ailleurs en situation de parentalité. En fait, et c'est là qu'on voit qu'on a tous à gagner à faire progresser l'égalité. Les pères aussi pourront bénéficier de ça, gagner de ça. Le fait d'ouvrir des crèches, d'avoir des places en crèche, d'avoir des crèches sur les lieux de travail, voilà, tout ça. C'est la structure en fait qu'il faut la structure doit être aidante, doit être soutenante, doit fournir les moyens matériels pour pouvoir exercer son travail sereinement. Et ensuite, je rejoins ce que vous dites aussi, Rachida et Mathilde, enfin, c'est important aussi de savoir ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut vraiment s'épanouir dans son travail, faire ce type d'horaire-là? On peut aussi être attaché principal et être sur des fonctions d'encadrement sans faire du 8h, 22h. Enfin, il y a aussi des horaires qui sont plus raisonnables sur ce type de poste à responsabilité. On peut annoncer et dire qu'on part le soir à 17h30 parce qu'on va chercher ses enfants, et ça peut être OK dans une culture collective de travail de le dire aussi. Et que ce soit travailler aussi peut-être sur l'acceptabilité, la représentation de ces métiers-là, et notamment de la parentalité. Sur l'annoncer et le dire, et sur la transparence qu'on peut avoir, il y avait toute une série de questions qui sont venues en amont sur la manière d'être et le comportement pendant les entretiens de recrutement. Et des différences, j'avais vu il y a très longtemps des entretiens cachés d'hommes et de femmes à des entretiens de recrutement. Et c'était assez frappant de voir à quel point les hommes, alors eux, cochaient toutes les cases sans hésitation, sans même qu'on leur pose la question, enfin, je sais faire, alors que beaucoup de femmes, je ne vais pas généraliser, mais plus souvent les femmes, étaient en capacité de dire que ça, non, c'était pas un domaine où elles étaient expertes. Et cette espèce de transparence et d'honnêteté intellectuelle qui montre un sens des responsabilités. Actuellement, dans des entretiens de recrutement, en tout cas dans des cabinets de recrutement, c'est pas toujours véritablement reconnu. Enfin, là-dessus, nous, dirigeantes et territoires, on essaie de travailler. On a fait notamment dans le cadre du colloque des ateliers de micro-coaching, des choses de cette nature. En fait, il y a plusieurs éléments. Alors déjà, il y a cette reconnaissance de je sais faire, je ne sais pas faire, qui évidemment est généralement, et c'est ce qu'on dit de l'intérieur les cabinets de recrutement, plus féminin que masculin. Et puis il y a aussi une forme d'intériorisation qui rejoint un petit peu le syndrome de l'imposteur, où une femme va davantage se présenter en disant j'ai eu l'opportunité de, il m'a été proposé de, j'ai eu la chance de. Comme si finalement elle n'était pas actrice de sa vie. Donc il y a vraiment aussi à travailler ces biais-là, parce que c'est derrière l'image de soi rendue, elle n'est pas forcément géniale. Et par ailleurs, on a aussi, alors on a évoqué tout à l'heure les quotas dans les jurys. Moi je pense qu'il y a quand même aujourd'hui un sujet sur est-ce que sur des postes à responsabilité, les cabinets de recrutement ne peuvent pas s'engager aussi à présenter une shortlist paritaire? Parce que, voilà, après, j'allais dire que le meilleur gagne. Mais si d'emblée, il y a aussi ce barrage-là, qui peut être aussi... j'ai eu l'occasion d'en discuter sur des concours de grandes écoles où on a vu qu'il y a eu plus de femmes l'année où il n'y avait pas d'euros. C'est pas parce que les femmes étaient moins bonnes, c'est parce qu'en fait, sur certaines grandes écoles qui derrière vont amener à des lieux de pouvoir, à des postes à responsabilité, il y avait un jury quasi exclusivement masculin et en fait, il y a des biais culturels qui font que les femmes vont être moins prises. Donc, je pense qu'il y a à la fois travailler effectivement cette question de posture et de présentation de soi, et puis derrière, avoir des vraies chances parce qu'on a une parité. Je vous rejoins quand vous disiez si on n'a qu'un jury de femmes. Bien sûr, voilà, bien sûr. Mais j'allais dire les biais, ils sont dans les deux sens en fait. Alors on s'oriente tout doucement vers la fin de cette émission. Je voudrais refaire un tour de table avec vous au cas où il y a des choses que vous n'avez pas pu dire malgré des questions pertinentes de l'animateur. mais donc n'hésitez pas à me le dire. Juste ce que vous venez de dire, ça me fait penser à une anecdote qui
est très présente parce qu'elle s'est passée dans cette salle. C'est-à-dire que j'ai animé un certain nombre de webconférences de ce type et on s'aperçoit que, là je parle des horaires, c'est-à-dire que si ces webconférences ont lieu pendant les heures de travail, enfin en gros les horaires officiels si je peux dire, il y a énormément, une majorité d'hommes qui sont inscrits. Si jamais on le fait entre au moment de la pause déjeuner ou en dehors des heures de travail, il y a beaucoup plus de femmes qui se permettent peut-être pas de le faire pendant des... Voilà, c'est anecdotique, mais je pense que ça a un sens particulier et que derrière, ça veut dire quelque chose, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça évoque des choses chez vous, mais j'ai été frappé par ce chiffre. Soit qui ne se permettent pas, soit qui, pour les raisons qu'on évoquait précédemment, doivent partir obligatoirement à 17h ou 17h30 et donc condensent leur travail de sorte à être assez productifs pour pouvoir partir en n'ayant fait tout ce qu'elles avaient à faire dans la journée. Et donc, ça peut être aussi un élément d'explication. Et puis, en complément aussi, je pense que les femmes, elles doivent oser se dire que travailler son réseau professionnel, se former, ça fait partie de son temps de travail. C'est pas en plus, et on évite les réunions, même si on sait tous dans nos engagements qu'on le fait quand même, mais il faut vraiment prendre ce temps pour soi sur le temps de travail. Ça ne doit pas être du temps caché, en plus du temps familial, parce que finalement, ça ne peut pas rentrer au chausse-pied entre 17h30 et 23h. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est important de prendre ce temps sur son temps de travail. Oui, tout à fait. Rachida, comme vous êtes malheureusement pas avec nous, en tout cas physiquement, c'est parfois plus difficile d'intervenir dans des échanges croisés, comme se termine cette réunion. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez nous dire par rapport à... Non, moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment. C'est vraiment oser, oser faire des choix, oser être acteur de son projet. En fait, il faut vraiment le prendre en main, son projet du début à la fin, pardon. C'est là où vous pourrez concrétiser et réussir n'importe quel projet. Parce que même les projets qu'on dit inatteignables, quand on a le soutien, l'accompagnement qui va avec, on y arrive. Du coup, pour reboucler sur l'accompagnement, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Rachel et ce qu'a dit Sonia aussi par rapport à la fille au père. L'accord du 30 novembre 2018, il y avait une mesure qui stipulait qu'il y aurait 1000 places en crèche ouvertes. Et effectivement, ça a été le cas. Et le ministre Stanislas Guerini a annoncé en comité de suivi le 24 octobre qu'il y aurait à nouveau 135 places supplémentaires. Ça peut paraître des petites choses, mais donc c'est quand même des choses qui coûtent cher. Mais malgré tout, c'est des choses qui aident beaucoup les femmes. Et quand dans l'esprit des gens, on se dit bon, c'est juste un service annexe de conciergerie, de garde, d'aide aux devoirs. Enfin, mine de rien, toutes ces mesures, ça aide au quotidien les femmes à prendre peut-être un peu plus de temps dans leur journée de travail pour construire pour être actrice et pour lutter contre ce phénomène d'autocensure, parce qu'effectivement ce sont plus les femmes qui s'autocensurent sur des postes et c'est dommage. Donc en tout cas la fonction publique a bien entendu cette demande, ce besoin et fait tout pour faciliter la vie, alors j'ai envie de dire des femmes, mais aussi on l'a dit, de plus en plus d'hommes qui veulent s'impliquer, et on le voit, les jeunes générations, et vraiment on en est extrêmement surpris, mais surtout très satisfait, s'impliquent de plus en plus. Enfin, clairement, des collègues masculins qui partent tôt pour aller chercher leurs enfants, c'est des choses que j'avais jamais vues avant, mais maintenant les jeunes générations le font. Et puis, moi je pense que c'est dans ce chemin ensemble, hommes et femmes, qu'on va pas simplement construire l'égalité professionnelle, mais l'égalité sociétale. Et je pense que là-dessus, on va travailler sur les hommes et les femmes, mais en travaillant là-dessus, il y a aussi derrière toute l'intégration des publics fragiles, du handicap, de la vieillesse. Donc je pense que c'est... En fait, à travers ce prisme-là, c'est j'allais dire, notre vivre ensemble, quoi, qui est en jeu. Oui, et puis le fait que dans n'importe quelle réunion, une mixité qui fait que ça déplace l'éclairage sur des sujets avec un autre regard, et on n'aura pas le temps, et ça pourrait être l'objet d'une émission de parler des équipements publics ou des politiques publiques genrées, mais c'est sûr que
il y a un énorme travail à faire. Donc voilà. Bah, écoutez, d'abord vous remercier, mais redire peut-être que tous les éléments qui ont construit ce webinaire, vous pouvez les retrouver en ligne sur le site de VK, avec notamment les chiffres de la DGAFP, et sur le site du gouvernement, tout récemment, aujourd'hui ou demain, Hier, le dernier rapport avec les derniers chiffres et beaucoup de dossiers clés, des dossiers sur des thématiques très diverses avec des thématiques nouvelles certaines années. Vous pourrez retrouver également le dernier testing du professeur Lorty en partenariat avec la DGAFP qui justement voulait mettre en exergue ou non le fait qu'il y ait une discrimination sur la parentalité et notamment la grossesse. Les résultats sont assez éloquents puisque évidemment cette discrimination existe au même titre que la discrimination sur l'origine et le handicap. Donc vraiment un rapport passionnant. Voilà, que le site de Dirigeantes et Territoires, vous tapez Dirigeantes et Territoires, vous arriverez sur le site et qu'il y a un colloque bientôt qui aura lieu. On ne sait pas encore exactement où, mais qui va avoir lieu en juin ou a priori, et en 2023 avec certitude. Maintenant avec certitude, voilà. On peut retrouver les éléments, en tout cas, maintenant, vous avez connaissance de ce coaching qui existe et en gros, numérique, État, mais qui peut-être un jour s'élargira à d'autres fonctions publiques et à d'autres métiers. Peut-être, on peut l'espérer. Qu'il y a des AFPA dans toutes les régions, voilà, c'est bien ça, et qu'on peut s'adresser à elles. Voilà, en tout cas, merci vraiment à vous. Alors, 4 plus toutes les personnes qui étaient présentes avant, mais qui nous écoutent plus, donc 5-6 personnes. Merci au SGAR Grand Est d'avoir été à l'initiative de cette manifestation avec le Fonds d'égalité professionnelle et la DGAFP. Voilà. Et puis, écoutez, à très bientôt pour une autre émission. Merci beaucoup. Merci. Merci.